Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Le harcèlement scolaire est une violence répétée qui peut être aussi bien verbale que physique ou psychologique. En France, 700 000 enfants en seraient victimes chaque année. À 180 degrés Chagrin scolaire est un regroupement de psychopraticiens, de formateurs et d'auteurs qui ont pour objectif d'apaiser toutes les formes de souffrance, en s'appuyant sur les principes de thérapie brève stratégique de l'école de Palo Alto. Ces thérapies seraient particulièrement efficaces pour aider les élèves touchés par le harcèlement scolaire. Emmanuelle Piquet, la fondatrice des centres à 180 degrés Chagrin scolaire, a écrit plusieurs livres sur le sujet et a même été élevée le 12 mars 2019 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite pour ses travaux en matière de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Afin d'en savoir plus sur le sujet, nous accueillons Muriel Martin-Chabert, coordinatrice, chef du projet, formatrice, conférencière et auteure pour à 180 degrés Chagrin scolaire. Bonjour Muriel. Bonjour les filles. 5 à 6% des jeunes ont été confrontés au harcèlement scolaire en 2020. Quels sont les principaux critères qui définissent la situation de harcèlement scolaire ? Avant, je voudrais qu'on revienne sur le chiffre, parce que 5 à 6%, c'est effectivement ce que représentent 700 000 élèves sur la masse des élèves. Mais on n'est pas harcelé à tous les âges, ou en tout cas pas de la même manière. Par exemple, il n'y a quasiment pas de harcèlement à l'école maternelle, et pas tellement au lycée. Puisque les chiffres que l'on peut donner, c'est qu'en CE2, CM1, CM2, c'est-à-dire à cette période de l'école primaire où on rentre dans l'adolescence, il y a un élève sur 10 qui est harcelé, dont 3% sévèrement. Quand on entre au collège, on retrouve les mêmes 10%, mais là on a maintenant 7% d'enfants qui sont sévèrement harcelés. Ça commence à faire quand même un petit peu de monde. Au lycée, on est à peu près à 4%. C'est-à-dire que le chiffre, il est plus inquiétant puisque dans les espaces, dans les classes d'âge où on est harcelé, c'est de l'ordre de 10% et ce chiffre est à peu près inchangé depuis une dizaine d'années. Pour répondre plus pleinement au cœur de la question, ce qui caractérise le harcèlement, mais vous l'avez super bien dit dans l'introduction, c'est la répétition. C'est la répétition de faits, donc de gestes, de mots, d'actes qui sont malveillants. Et c'est pour ça qu'on fera la différence entre un conflit et un harcèlement. Puisque dans le cas de harcèlement, il y a un déséquilibre dans les forces en fait. Les jeunes victimes de harcèlement se retrouvent souvent isolés et parfois ils n'osent pas parler. Quels comportements et quels signes doivent alerter les parents ? Ils n'osent pas parler pour une raison très simple, c'est qu'ils ont fait l'apprentissage, ou ils savent pour avoir vu ce qui se passait avec les autres, que quand ils parlent, les adultes, par pure bienveillance, veulent intervenir mais plutôt à leur place. Or, si un adulte intervient à votre place, ça envoie deux messages. Le premier, c'est que vous êtes important pour cette personne. Ça, c'est le super bon message qu'on va garder. Mais il y en a un deuxième que tout le monde entend aussi, c'est que on vous trouve pas tellement capable de vous défendre tout seul. Et ça, c'est pas terrible pour la confiance en soi. Et ça envoie le message au harceleur qu'il a bien choisi sa victime, puisque justement, cette personne-là sait pas bien se défendre. Donc, les enfants harcelés, les jeunes harcelés, en général ne parlent pas pour éviter des interventions d'adultes qui seraient aggravantes. Ils ne parlent pas parfois parce qu'ils ont un peu honte. Ils ne parlent pas parce que parfois ils ont peur, ou en tout cas ils ont envie de protéger leurs parents et de ne pas leur faire partager leur peine. Et puis ils savent aussi que si jamais les adultes intervenaient, il y a des risques. Celui d'être considéré comme un poucave, une balance, un rapporteur vis-à-vis des autres. Et ça peut générer également des représailles et une poursuite du harcèlement, mais d'une façon beaucoup plus sournoise et dissimulée. Dans un des articles de votre site, vous expliquez que les harceleurs deviennent de plus en plus créatifs et que souvent, tout se fait dans le dos des enseignants. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est presque toujours dans le dos des enseignants et des adultes, parce que je pense que c'est vrai pour vous comme ça l'a été pour moi. Depuis qu'on a, en gros 3 ans, on nous a expliqué que c'était pas bien d'insulter les autres, de les taper, c'est mal. Donc, ceux qui le font plutôt d'une manière dissimulée pour pas se faire sanctionner. Et la créativité, elle est liée au fait que, il faut échapper à l'œil parfois très vigilant des adultes et donc inventer des manières de faire très astucieuses. Par exemple, une jeune fille était venue nous voir en disant qu'il y avait un gars dans sa classe qui la traitait de grosse. Les adultes avaient obtenu de ce garçon qu'il ne lui dise plus « tu es grosse ». Il lui disait plus, mais chaque fois qu'il la voyait, il écartait les bras et il gonflait les joues pour lui dire qu'effectivement, il l'estimait très soufflée.
Les centres à 180 degrés chagrin scolaire ont été créés par Emmanuel Piquet, qui privilégie la méthode de la thérapie brève. Pourquoi celle-ci fonctionne-t-elle particulièrement bien au niveau du harcèlement scolaire ? Pour une raison très simple, c'est que cette façon d'intervenir, et vous l'avez super bien dit d'ailleurs au début, qui permet d'apaiser toutes les souffrances liées aux relations. C'est-à-dire qu'on travaille aussi dans d'autres sphères avec des adultes, avec des couples, avec des enfants qui ne sont pas forcément harcelés à l'école, qui ont d'autres soucis. Cette façon de travailler, elle travaille sur les relations. Or, le harcèlement, c'est une maladie relationnelle d'une certaine manière. D'ailleurs, j'en profite pour dire tout de suite une chose, c'est que on n'est pas harcelé parce qu'on a telle ou telle caractéristique. On est harcelé parce que on ne sait pas comment interagir avec les autres dans cette situation d'attaque. Vous expliquez qu'il faut changer la posture au dominé pour l'aider à trouver les bonnes flèches. Qu'appelez-vous flèche et quel chemin permet de trouver la bonne posture ? C'est effectivement une question de posture. La différence entre le harcèlement et le conflit, c'est la différence de position qu'on aurait, par exemple, vous savez, sur ces balançoires qu'on voit dans les jardins pour enfants. Dans une relation normale, apaisée, par exemple entre élèves, parfois on est en position un peu haute, on décide de ce qu'on va faire, parfois on est en position basse, on suit celui qui le propose. C'est ce qu'on appelle une relation symétrique, on est à peu près au même niveau et c'est ce qui est attendu dans ces circonstances-là. Et puis dans le cas du harcèlement, celui qui harcèle est de plus en plus en position haute et celui qui est harcelé de plus en plus en position basse sans pouvoir, parce qu'il est complètement écrasé par la situation, sans pouvoir remonter. Donc le changement de posture, ça va consister à construire des outils, à lui apprendre, à l'aider à remettre un peu de symétrie et à repasser de temps en temps en position haute ou position basse parce que c'est ça la vie. Donc ce changement de posture, on l'obtient en proposant à celui qui est harcelé ce que nous on appelle une flèche, c'est-à-dire une réplique, une riposte qui est souvent verbale. Et on appelle ça une flèche parce que c'est construit sur mesure, ça doit être hyper affûté. Cette flèche va être lancée au bon moment, on n'a droit qu'à un coup. Donc on l'a construit avec le jeune harcelé en utilisant tous les ingrédients de la relation qui fait souffrir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, on fait semblant d'accepter la moquerie. Ensuite, on renvoie au harceleur quelque chose qui rend sa position très inconfortable. Et de sorte que le harceleur ait beaucoup moins intérêt à continuer son harcèlement parce qu'il a des conséquences qui lui sont désagréables. Souvent, dans les groupes d'amis, on se taquine et même parfois on s'insulte pour rire. Où est la frontière entre la rigolade et le harcèlement ? Est-elle toujours évidente ? Pour moi, oui, elle est évidente. La rigolade, c'est quand c'est rigolo et quand ça fait rire tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte d'avoir un surnom un petit peu ridicule dans un groupe et qu'il l'admet et que ça va, c'est pas du harcèlement, même si c'est lourd. En revanche, si quelqu'un en a assez et que l'autre continue, ça devient du harcèlement. Donc c'est vraiment une question de dosage. C'est-à-dire que ça peut être une espèce de code amical dans un groupe que de s'envoyer une forme d'insulte, mais ça n'est pas toujours le cas. Et si quelqu'un répond en disant « ouais, ça va, arrête, t'es pas drôle » et que l'autre répond « c'est pour rire », comme si ça l'autorisait à continuer, il bascule dans la position du harceleur en fait. Les jeunes que vous recevez doivent parfois être dans une grande souffrance. Chacune de vos interventions est adaptée à la situation et au caractère de l'élève. Est-ce que parfois c'est plus dur ? Qu'est-ce qui peut rendre la thérapie plus longue ou délicate ? Deux cas, mais peut-être que mes collègues diraient autre chose. Pour moi, il y a un cas qui est vraiment très très difficile, c'est le cas où la situation est tellement dégradée qu'il ne va pas être possible de rester dans l'établissement scolaire. Donc ça veut dire qu'on va accompagner le jeune harcelé dans le changement d'établissement et en le faisant quand même travailler sur une possible réplique, une possible flèche, en imaginant ce qui pourrait se passer si une situation similaire se reproduisait. Mais on perd une opportunité énorme qui est celle de lancer sa flèche face au harceleur du moment parce que quand ça arrive finalement, le résultat permet à tout le monde de faire un apprentissage. Le harcelé, il découvre qu'il n'est pas voué à être éternellement une victime. Le harceleur s'aperçoit que peut-être qu'il voulait être dictateur comme métier plus tard et que ça va peut-être pas bien se passer. Et puis les spectateurs vérifient à ce moment-là que dans la vie, parfois on est en position haute, parfois on est en position basse et ça va. Le fait que les choses soient tellement dégradées qu'il faille extraire la victime du lieu du harcèlement, c'est pas toujours une bonne nouvelle, c'est un peu tard. Premier cas. Le deuxième, pour moi, une des choses les plus difficiles, c'est les cas de jeunes qui sont désespérés parce qu'ils sont pris et rejetés d'un groupe sans savoir quand ni comment. Ils ne savent jamais s'ils vont être admis dans la sphère, souvent des populaires, ou pas.
c'est compliqué parce qu'ils espèrent toujours être avec ces personnes-là et que ça arrive parfois, ce qui leur permet d'espérer encore davantage. Et qu'en fait, la seule manière de sortir de cette relation de domination, il consiste à dire « je décide si tu vas te sentir bien à l'école aujourd'hui ou pas ». Et la seule manière d'en sortir, le véritable 180 degrés, c'est-à-dire l'inverse qui va permettre d'arrêter tout ça, c'est de dire soit tu continues comme ça et ça va se dégrader probablement, en tout cas ça va continuer, soit tu renonces complètement à ça. C'est-à-dire soit tu te crées toi-même ton chagrin d'amitié. Et ça, c'est hyper difficile. Est-ce que les parents ont une place dans cette thérapie ? Carrément, hyper importante, parce que quand on est harcelé, on ressent des choses qui sont extrêmement douloureuses, énormément d'émotions viennent. On est souvent très triste, c'est injuste. On est parfois très en colère contre les autres et contre soi parce qu'on n'a pas souvent su réagir. Et puis, on est parfois apeuré, on a peur. Des insultes, du ridicule qui s'ensuit, des coups aussi. Et qui d'autre que les parents font de meilleurs câlins ? Parce que, c'est ce qu'on dit aux parents, leur rôle, comme on leur demande de ne plus intervenir à la place de leur enfant, leur rôle essentiel, ça va être de dire « j'ai l'impression que tu n'as pas passé une bonne journée, est-ce que tu veux venir dans mes bras ?» Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Enfin, il y a peut-être d'autres gens, vos amis, mais c'est rare que les profs font ça, disons. Quelle est la durée moyenne d'une thérapie brève dans un centre à 180 degrés chagrin scolaire ? Dans tous les cas, on se donne un maximum de 10 séances, qu'on n'atteint quasiment jamais, parce que c'est variable évidemment en fonction des problématiques. Dans les cas de harcèlement, c'est 4 à 5 séances. Vous recevez beaucoup de jeunes qui sont touchés par cette problématique ? Oui, tous centres confondus, 500 situations par an. Ce qui fait que quand on dit des choses sur le harcèlement, ça ne vient pas de notre esprit, aussi fructueux soit-il, c'est bien parce que tout ce qu'on sait, ce sont les jeunes qui nous l'ont expliqué et raconté. La loi du 2 mars 2022 crée un délit de harcèlement scolaire qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime. Pensez-vous que cette décision est judicieuse ? Pas vraiment, franchement pas vraiment. Le risque majeur qu'on prend avec cette loi, c'est que les faits de harcèlement soient encore plus dissimulés qu'auparavant. Et qu'ils se fassent, et d'ailleurs on commence à le voir, avec de moins en moins de témoins. Or, quand on porte une affaire devant la justice, il faut avoir des preuves ou des témoins. Et si on n'a rien du tout, le risque c'est qu'on ait des personnes harcelées qui mettent énormément d'espoir dans le fait judiciaire, dans la peine qui sera prononcée, ou en tout cas dans le fait que la justice va dire oui, c'est du harcèlement, et qu'ils se trouvent complètement déçus parce qu'il y aura peut-être un non-lieu. Donc on trouve ça un petit peu embêtant, parce que c'est parole contre parole, au bout d'un moment. Donc ce sentiment d'injustice risque de grandir d'une volonté de justice. C'est malheureux, mais c'est comme ça. À votre avis, que devrait-on changer à l'école pour arrêter le harcèlement ? Je ne pense pas que ce soit parce qu'on est à l'école, parce qu'on a un cours de gestion ou de maths, qu'on est harcelé. La problématique, elle est liée au fait qu'on est en lien avec d'autres personnes, en interaction avec d'autres. C'est-à-dire que les personnes adultes dans le monde du travail qui sont harcelés au travail, on découvre que c'est exactement les mêmes mécanismes. Néanmoins, ce que pourrait faire l'école, c'est faire des espèces d'ateliers pour apprendre à répliquer. Plus simplement, mettre en place des ateliers théâtraux, ça c'est hyper efficace. Apprendre à prendre la parole devant les autres, à se poser. On parlait de posture, vous voyez bien, quand un nouveau arrive dans votre établissement, à la façon qu'il a de marcher, d'entrer dans la classe, s'il a les épaules toutes rentrées comme ça, et s'il rase les murs en se disant « Mon Dieu, pourvu que personne ne me reconnaisse », on se dit « Lui, ça va pas être facile ». Tandis que ceux qui arrivent bien plantés, les épaules ouvertes, comme vous à la radio, on sait que ça va un peu mieux se passer. C'est pareil pour les profs, quand un prof rentre, vous savez si ça va être possible ou pas. Nous remercions notre invitée, Muriel Matin-Charbert, à 180 degrés chagrin scolaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site à 180degrés.com. Merci les filles.